Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. Alors, merci, comme toujours, à l'Atheneum de Philadelphie, en Pennsylvanie, d'accueillir le Cercle francophone d'histoire pour cette troisième présentation consacrée à la vie du marquis de Lafayette. Cet exposé se fera comme à l'accoutumée en français à débit lent afin de permettre au plus grand nombre de me suivre sans difficulté. Alors nous retrouvons le marquis en 1814. Il a maintenant 57 ans. L'Empire vient de s'effondrer. Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, est placé sur le trône par la coalition européenne qui a vaincu Napoléon. Lafayette se rallie donc au prince Bourbon. Il remet pour l'occasion son uniforme de général et la cocarde blanche, couleur de la monarchie. Et il se rend aux Tuileries pour y rencontrer le nouveau souverain. Nous rentrons ici dans la période dite de la première restauration, mais les relations du marquis avec le nouveau roi sont complexes. Ce dernier va d'ailleurs refuser les offres de service de Lafayette, car Louis XVIII ne lui pardonne pas l'épisode de la fuite de Varennes en juin 1791. À l'époque, le jeune marquis, qui militait pour une monarchie parlementaire, était commandant de la garde nationale. Et c'est sous son commandement que Louis XVI, qui avait fui Paris clandestinement, fut arrêté et ramené dans la capitale contre son gré. Cet acte, le nouveau souverain ne peut l'oublier, car suite à l'emballement incontrôlé de la Révolution, il débouchera en 1793 sur l'exécution de son frère Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette. Mais revenons à la période de la Restauration, car Bonaparte, déchu, n'a pas dit son dernier mot. Après 300 jours passés en exil sur l'île d'Elbe, il va tenter, en mars 1815, de reconquérir le pouvoir. Il débarque sur les côtes provençales, fait une remontée éclair vers Paris, avec le soutien d'une partie du peuple et de militaires ralliés à sa cause. Louis XVIII est temporairement contraint à la fuite. Le drapeau impérial flotte de nouveau sur Paris. Lafayette, prudent, se retire alors dans son château de Chavagnac en Auvergne, loin de la capitale. Peu de temps après son retour et afin d'asseoir son pouvoir, l'empereur organise des élections législatives. Lafayette se présente alors avec succès en Seine-et-Marne, où il est élu député le 10 mai 1815. Le 4 juin, il obtient la vice-présidence de la Chambre et représente l'opposition libérale. Il se garde néanmoins d'attaquer frontalement Bonaparte. Mais suite au désastre des troupes impériales à Waterloo, le marquis monte à la tribune de l'Assemblée lors de la séance du 21 juin 1815. Il indique à l'empereur que s'il ne se résout pas à abdiquer, il va lui-même proposer sa déchéance devant la Chambre. Acculé,
Napoléon abdique pour une seconde fois. Et le 7 juillet 1815, on assiste à l'avènement de la seconde restauration. Louis XVIII est de retour sur le trône de France. Le roi met alors en application la charte. Ce document définit ce qu'est le Parlement. D'un côté, la Chambre des pairs, composée de la noblesse, est nommée par le roi. De l'autre, l'Assemblée nationale, composée de députés élus au suffrage censitaire. Censitaire, c'est-à-dire que pour être électeur, il faut payer au moins 300 francs d'impôts par an, ce qui exclut bien sûr une grande partie de la population française. Alors pour des raisons idéologiques, Lafayette fustige la Chambre des pairs réservée aux aristocrates. Pour lui, cette chambre ne représente pas les aspirations du peuple, puisqu'elle n'est pas élue. Dépité, il prend la décision de se retirer du jeu politique lors des débuts de la Seconde Restauration. Les élections législatives d'août 1815 se déroulent sans lui. Les résultats sont sans appel. Sur 400 sièges à pourvoir, 350 reviennent aux royalistes conservateurs. Seuls 50 députés à tendance libérale sont élus. Lafayette, qui observe, craint que désormais la France s'engage dans une voie réactionnaire. Il va alors tenter un retour en politique en 1817, car l'Assemblée se renouvelle au 1/5 tous les 2 ans. Mais l'étoile de Lafayette a pâli et il subit un échec en Seine-et-Marne lors des élections législatives. Il n'est donc pas élu. Mais Lafayette ne s'estime pas vaincu. En effet, il ne peut se résoudre à rester simple spectateur de la vie politique du royaume. Finalement, en octobre 1818, il parvient à se faire élire député de la Sarthe, un département français situé au sud-ouest de Paris. Il gagne donc une tribune à l'Assemblée. Ceci lui permet d'harceler les ministres du roi lors des sessions parlementaires. Et il compte bien continuer à se battre pour ses idéaux démocratiques. Même s'il considère imparfaite la charte constitutionnelle de 1814, il va la défendre, car la charte préserve notamment le droit à la propriété ouvert à tous, la liberté de la presse, ainsi que la liberté religieuse. Ce sont là des valeurs chères au marquis. Il ne fait pourtant pas confiance au roi. En effet, ce dernier se considère toujours comme un monarque de droit divin, ce qui fait craindre au marquis un retour de l'absolutisme royal. Alors très vite, plusieurs sociétés secrètes anti-monarchiques voient le jour. L'une d'entre elles, la loge maçonnique dite les Amis de la Liberté, est créée en 1820. Elle appartient à un puissant mouvement, celui de la charbonnerie française, qui compte 20 000 membres et dont Lafayette et son fils, Washington, sont membres. Les objectifs des Amis de la Liberté sont simples en apparence: s'opposer
au régime de Louis XVIII et établir un régime démocratique. Mais ce mouvement n'est qu'un groupe hétéroclite de mécontents, anciens révolutionnaires, républicains, bonapartistes, monarchistes libéraux et francs-maçons. La diversité des opinions ainsi que l'absence d'un programme politique cohérent vont conduire Lafayette dans l'impasse, car les objectifs des membres, allant du rétablissement de la République au retour de l'Empire ou à la mise en place d'une monarchie libérale, sont trop divergents. Pourtant, malgré toutes ces incohérences, Lafayette rejoint le Conseil suprême de la Charbonnerie. En 1820, il commet l'erreur de participer à un complot connu dans l'histoire sous le nom de la conspiration du bazar français. Alors le marquis se mêle à des alliés improbables. Ils ont pour seul point commun de souhaiter la chute de Louis XVIII. Et le 19 août 1820, ils ourdissent un complot. Alors, le plan des conspirateurs est assez rudimentaire: déclencher un soulèvement militaire dans les garnisons du royaume. Les mutiniers se dirigeraient alors vers le château de Vincennes, où sont stockées armes et munitions de l'armée royale. Puis ils fonderaient sur la capitale afin de renverser le pouvoir en place. Mais cette fantaisie est d'un plus grand flou. Certains complotistes imaginent le duc de Reichstadt, fils de Napoléon Ier, monté sur le trône. Son titre, empereur Napoléon II. D'autres sont pour le couronnement d'un orléaniste, c'est-à-dire d'un roi bourgeois ouvert à l'esprit libéral et affairiste. Un troisième groupe imagine Lafayette prendre la tête d'un gouvernement provisoire qui déboucherait sur une république. Mais le mouvement complotiste est infiltré par les services secrets du roi, notamment par le capitaine Chenard, un agent de la police royale qui parvient à pénétrer au cœur même de la conspiration. Des arrestations ont lieu dès le 20 août 1820. Elles portent un coup fatal au réseau. 34 personnes sont inculpées. Lafayette, qui s'est fourvoyé dans cette conspiration, échappe à l'arrestation, car, heureusement pour lui, le tribunal de la Cour des Pairs manque de preuves à son sujet. Pourtant, lors des interrogatoires, son nom circule. Le mal est fait. Cette aventure malheureuse va augmenter la suspicion du pouvoir royal à l'égard du marquis. Mais cette entreprise ratée n'est pas la seule dans laquelle il est impliqué. En mars 1821, Lafayette est cité comme témoin dans une tentative d'insurrection dans le département de la Sarthe. Insurrection ratée qu'il a encouragée, comme le prouvent des lettres dont il est l'auteur. Toutefois, là encore, les autorités ne parviennent pas à faire la preuve formelle de son implication directe. Une fois encore, il s'en sort. Mais ce n'est pas tout, car Lafayette est également membre d'un comité d'action d'un autre complot militaire, celui de Belfort, organisé lui aussi par la Charbonnerie française.
Nouvelle affaire, nouveau complot éventé, nouvel échec. Mais au bout du compte, Lafayette s'en sort in extremis. Et pour se faire oublier, il se réfugie avec son fils dans son domaine de la Grange. La réputation du marquis est donc ternie. Certains de ses collègues de la Chambre des députés lui reprochent sa perfidie et ses manœuvres sournoises. On l'accuse de lâcheté et d'utiliser sa notoriété afin d'influencer des hommes simples et crédules pour commettre ses basses œuvres. Finalement, il revient à la raison et il abandonne pour un temps la voie risquée et sans issue des complots. Mais les griefs du marquis envers Louis XVIII n'en restent pas moins intenses. Il s'oppose vivement à la politique étrangère du royaume, notamment lors de l'expédition d'Espagne de 1823. En effet, Louis XVIII vient à la rescousse de son cousin Bourbon, le roi d'Espagne Ferdinand VII, chassé du trône par une opposition libérale. Avec un corps expéditionnaire de 95 000 hommes, les Français traversent les Pyrénées et réinstallent une monarchie absolue à Madrid. Louis XVIII tire de cette victoire un grand prestige en France. Et aux élections législatives de 1824, Lafayette perd son siège de député, balayé par une vague conservatrice. Sur 415 sièges, seuls 15 reviennent aux libéraux. Le marquis est plus que jamais isolé et il est désormais surveillé par la police royale. C'est dans ce contexte français défavorable qu'il décide de se rendre en Amérique à l'invitation du président James Monroe. L'économie de la jeune République est chancelante, sa situation politique incertaine. James Monroe compte sur la venue du héros français afin de raviver parmi la jeunesse américaine l'esprit révolutionnaire de 1776. Ce voyage, prévu pour durer quelques semaines, va s'étaler sur plus d'un an, de juillet 1824 à septembre 1825. Le retour de Lafayette aux États-Unis est triomphal. Difficile aujourd'hui d'imaginer la ferveur populaire qui l'accompagne. Partout, des foules immenses l'acclament, au point qu'il n'existe aujourd'hui aucun équivalent historique à l'accueil que l'Amérique a réservé à son marquis. Mais durant son absence, la situation politique change dans le royaume. Louis XVIII, qui souffre de diabète et de gouttes, se déplace désormais en chaise roulante. Atteint de gangrène, il devient méconnaissable et il s'éteint à 68 ans après 9 ans de règne. Lorsque Lafayette rentre de son voyage, le roi est déjà mort depuis 11 mois. Leur veuf, Louis XVIII, n'avait pas de descendance. C'est donc son frère cadet, Charles X, comte d'Artois, qui lui succède le 16 septembre 1824. Il a 67 ans. Lafayette accueille cette nouvelle avec circonspection.
En effet, Charles X est attaché aux valeurs de l'Ancien Régime et il fut proche de Marie-Antoinette. Bon vivant, léger, passionné de chasse, il est considéré comme un prince frivole, ce qui ne l'empêchait pas d'être chef de file des ultra-royalistes sous le règne de son frère, plus royaliste que le roi, pourrait-on dire. Il s'était, par exemple, opposé à la politique de pardon et de réconciliation que Louis XVIII avait pourtant mise en place lors du retour de la monarchie. Au début de son règne, Charles X s'inscrit malgré tout dans la continuité de son frère. La liberté religieuse et la liberté de la presse ne sont pas remises en cause. En fait, il réussit une sorte de synthèse. Les conservateurs se félicitent de la continuité dynastique et les libéraux apprécient le maintien des acquis de la charte constitutionnelle de 1814. Pour sa part, Lafayette, lui, reste un homme frustré, car le catholicisme fait son grand retour comme inspirateur de la loi du royaume. Charles X l'inquiète au plus haut point. Le 27 avril 1825, le nouveau monarque fait passer une loi dite loi du milliard. Il s'agit d'indemniser les spoliés de la Révolution française, à savoir la noblesse et le clergé, dont les biens avaient été graduellement confisqués sous la Révolution. Le Parti libéral s'inquiète du coût de cette mesure, car désormais les anciens émigrés vont toucher une rente annuelle de 3% jusqu'à atteindre l'équivalent des biens qu'ils avaient perdus. Lafayette, pourtant grande figure du libéralisme, bénéficie de cette loi et il accepte les indemnités qui lui sont versées. En avril 1827, le roi décide du démantèlement de la garde nationale de Paris. Elle est considérée par Charles X comme un danger pour la monarchie. La mesure est pourtant bien accueillie dans la capitale. En effet, les jeunes hommes n'ont plus à faire leur service obligatoire. Ils se sentent soulagés. Mais pour le marquis, qui fut commandant de la garde nationale sous la Révolution, c'est une nouvelle source d'amertume. C'est néanmoins dans ce contexte délétère qu'en juin 1827, Lafayette fait son grand retour à l'Assemblée. Il est élu député à Meaux, en Seine-et-Marne. Il retrouve donc une voix et une estrade qu'il va utiliser afin de combattre le régime. Alors bien que rien ne trouve grâce aux yeux du marquis, tout n'est pas mauvais sous Charles X. En effet, le souverain français s'engage de manière remarquable en faveur des arts et il favorise la construction de bâtiments publics. Sous son règne, on assiste au grand retour de la musique et de l'opéra. Il distribue d'importantes pensions à des peintres et des sculpteurs. Féru d'archéologie, Charles X assure le rayonnement des musées du royaume. Il crée notamment une division égyptienne au Louvre qu'il confie à Jean-François Champollion. Il n'oublie pas les écrivains et savants de son temps. Hugo et Lamartine, par exemple,
vont bénéficier des largesses royales. En outre, le roi s'investit personnellement afin d'enrichir les collections du Jardin des plantes de Paris, fondé en 1635 sous Louis XIII. Il y développe laboratoires de recherche, collections scientifiques, serres et une importante zoothèque. Il y organise de nombreuses expositions. Sa politique culturelle remporte un franc succès dans une France qui semble apaisée. Mais malgré ce bilan intérieur positif, Lafayette va retomber dans l'un de ses travers favoris, la conspiration. Car en août 1829, Charles X nomme à la tête du Conseil des ministres un personnage controversé, Jules de Polignac. C'est le fils de la duchesse de Polignac, une ancienne confidente de la reine Marie-Antoinette. Cette nomination indispose Lafayette au plus haut point. Il trouve Polignac trop conservateur et il le soupçonne de vouloir rétablir l'absolutisme royal. En janvier 1830, le marquis prend donc part à ce que l'on appelle la conspiration Lafayette. Il met en place une société secrète, sorte de groupement paramilitaire composé d'ouvriers et d'étudiants républicains. Il sillonne le pays et prépare les esprits à la seconde révolution. Lafayette n'est cependant pas le seul mécontent. À l'Assemblée, l'opposition souhaite elle aussi la démission de Polignac. S'ouvre alors une véritable crise politique. Charles X se braque. Le 16 mai 1830, le roi dissout l'Assemblée et organise de nouvelles élections. Le souverain se sent en position de force. En effet, 2 ans auparavant, il a libéré la Grèce du joug ottoman avec ses alliés russes et britanniques. De plus, la France vient de remporter la victoire d'Alger lors d'une campagne militaire menée par un corps expéditionnaire de 35 000 hommes. Et ces événements internationaux ont eu un retentissement très positif dans tout le royaume. Mais Charles X, trop optimiste, subit une cuisante défaite. Les libéraux gagnent la majorité des sièges avec 274 députés. Cependant, le roi ne cède rien. Il refuse toujours de renvoyer Polignac. Et le 25 juillet 1830, il commet la faute qui va précipiter sa chute. Il s'agit des ordonnances de Saint-Cloud. Il dissout de nouveau la Chambre des députés à peine élue. Il suspend la liberté de la presse, pourtant garantie par la charte de 1814, et il écarte une partie de la bourgeoisie commerçante et industrielle du corps électoral. Bourgeoisie qui, il faut le préciser, vote majoritairement pour l'opposition. Il croit ainsi obtenir une nouvelle victoire qui le débarrassera des monarchistes libéraux contestataires. Lafayette se trouve dans son château de Lagrange-Bléneau lorsque les ordonnances de Saint-Cloud sont publiées. Il quitte précipitamment son domaine et se dirige vers Paris. On assiste alors
à ce que le marquis avait souhaité, la seconde révolution, celle de juillet 1830, que l'on nomme les Trois Glorieuses. À ce moment précis, la popularité de Lafayette est au plus haut. De grandes manifestations ont lieu qui se transforment en véritable insurrection républicaine. Des combats font près de 1000 morts à Paris, mais le mouvement que Lafayette souhaitait pacifique est sur le point de déraper. Charles X est alors contraint à la fuite et se réfugie avec sa famille à Rambouillet. L'Assemblée dissoute reprend ses droits. Le marquis est élu à l'unanimité par les députés commandant de la garde nationale qui renaît de ses cendres. Le duc d'Orléans, Louis-Philippe, prend quant à lui le titre de lieutenant général du royaume. Lafayette réclame alors que le drapeau tricolore soit adopté afin de symboliser la victoire du peuple de Paris sur son roi. Le 2 août, Charles X, résigné, abdique en faveur de son petit-fils, Henri d'Artois, 10 ans, duc de Bordeaux. Afin de sauver la dynastie des Bourbons, le comte de Sucy, émissaire du roi, offre à Lafayette la régence du royaume jusqu'à la majorité du comte d'Artois. Mais le marquis, qui a 73 ans, refuse. Il se range aux côtés du duc d'Orléans, Louis-Philippe, 55 ans. C'est le fils de Philippe Égalité, un régicide. Député de la Convention lors de la Révolution de 89, Philippe Égalité avait en effet voté en faveur de la mort de Louis XVI. Lafayette semble convaincu pourtant que Louis-Philippe mènera le royaume sur la voie démocratique. Il reçoit donc le duc d'Orléans à l'hôtel de ville de Paris. Après un entretien, ils apparaissent tous les deux au balcon face à une foule silencieuse. Le marquis donne l'accolade à Louis-Philippe. Il lui remet le drapeau tricolore que Louis-Philippe brandit et agite devant les hurrahs de la foule. Alors, utopiste, le marquis propose à Louis-Philippe l'idée d'une république sur le modèle américain. Alors, devant les réserves du duc, il imagine alors un concept étrange, ce qu'il appelle un trône populaire entouré d'institutions républicaines. Bref, une sorte de monarchie représentative avec un roi élu par le peuple. Alors cette idée n'est qu'un mirage et ne verra jamais le jour. Mais Louis-Philippe compte bien prendre le pouvoir et pour cela, il va profiter de l'appui naïf de Lafayette. Le duc d'Orléans n'a pourtant aucune légitimité et il va devenir roi alors qu'il n'a nullement pris part à la lutte qui a permis la chute de Charles X. Le 7 août 1830, appuyé par Lafayette, il monte sur le trône. Dans les chancelleries européennes, c'est l'incompréhension, car Charles X laisse une France prospère. Metternich, l'homme d'État autrichien, s'insurge. Je cite, le peuple français s'est laissé pousser à la rébellion contre son roi
par des calculateurs égoïstes. Et cette remarque s'adresse bien sûr à Lafayette. Alors avec Louis-Philippe, la France entre dans ce que l'on appelle la monarchie bourgeoise. Cette monarchie ne repose plus sur la vieille aristocratie, mais elle se lie aux milieux affairistes. Ceci n'empêche pas le marquis d'avoir le sentiment du devoir accompli. Alors à la même époque, de l'autre côté de la frontière, la Belgique, influencée par ce qui se passe en France, vit elle-même sa propre révolution. Entre août et octobre 1830, le peuple belge se soulève contre les oppresseurs néerlandais. Cette révolution a pour moteur des questions linguistiques entre francophones et néerlandophones, mais aussi religieuses entre catholiques au sud et protestants au nord. Elle va aboutir à la scission du royaume en deux entités, la Belgique et les Pays-Bas. Lafayette fait d'ailleurs un voyage à Bruxelles en septembre pour soutenir les insurgés belges. On lui offre le commandement des forces révolutionnaires qu'il va décliner. Certains vont même jusqu'à l'imaginer roi des Belges, une idée qui ne l'intéresse nullement, car il souhaite secrètement l'avènement d'une république fédérative sur le modèle américain. Finalement, c'est un prince anglo-allemand, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui monte sur le trône belge. On avait bien pensé à Louis d'Orléans, le fils du roi français, mais ce dernier avait refusé, craignant l'opposition de nombreux royaumes européens, dont l'Angleterre. En effet, Louis-Philippe ne souhaite aucunement se retrouver embarqué dans un conflit qui pourrait lui être fatal. Alors après la Belgique, le regard de la France se tourne vers l'Espagne, car le roi d'Espagne, Ferdinand VII, ne reconnaît pas la légitimité du souverain Louis-Philippe, issu de la maison d'Orléans. Il faut dire que la chute de ses cousins Bourbons en France, notamment Charles X, n'arrange pas les affaires de Ferdinand VII. En effet, depuis l'invasion de l'Espagne par Napoléon, le royaume de la péninsule ibérique a du mal à affirmer sa souveraineté sur l'Amérique latine. Le continent est le théâtre de guerres d'indépendance fratricides. Lafayette, qui s'oppose à l'idée même d'empire, se place du côté des créoles. Alors, les créoles, ce sont les descendants des premiers colons espagnols, souvent métissés d'Indiens, qui cherchent à se soustraire de la tutelle de Ferdinand VII. Le marquis parvient notamment à convaincre Louis-Philippe d'attribuer une aide financière aux insurgés. Et finalement, de Caracas, de Santiago, en passant par Buenos Aires et Bogota, l'empire colonial espagnol finira par éclater. Mais bientôt de sérieuses divergences de vues se font jour entre le marquis et le roi de France. Lafayette réclame en effet la formation d'un nouveau gouvernement composé de ses relations personnelles. Il demande aussi la dissolution de la Chambre des députés et l'abolition de l'hérédité dans la Chambre des pairs. Alors bien que le roi, Louis-Philippe, lui doive
son trône, tout cela sera vain. Lafayette se sent trahi par le roi. Il quitte alors, en plein ressentiment, le commandement de la garde nationale et se retire dans son château de Lagrange-Bléneau. Au plus grand bonheur du roi, trop heureux de se débarrasser de cet allié devenu encombrant. Voilà donc le marquis frustré, de retour à la case départ, c'est-à-dire dans l'opposition. Il apparaît de nouveau comme un contradicteur éternel. Adversaire de Louis XVI, adversaire des Jacobins, de Bonaparte, de Louis XVIII, de Charles X, et désormais adversaire de Louis-Philippe. Nul ne semble trouver grâce à ses yeux. Il vit dans une éternelle insatisfaction. Alors, toujours prêt à soutenir une insurrection lorsqu'il s'agit de redonner le pouvoir au peuple, Lafayette s'intéresse maintenant à la situation italienne. En 1831, il apporte son soutien public aux insurgés des États pontificaux d'Émilie-Romagne. Cette révolte vise à établir une monarchie libérale. Mais Louis-Philippe refuse de soutenir les révolutionnaires et il se range aux côtés du pape Grégoire XVI. La révolte populaire d'Émilie-Romagne est alors vite écrasée. Et une fois encore, les idées du marquis sont mises en échec. Mais Lafayette ne s'intéresse pas qu'à l'Italie. En 1831, c'est la Pologne qui occupe son esprit. Varsovie aspire à retrouver sa liberté et à se libérer du carcan russe, car le tsar Nicolas Ier s'était fait couronner roi de Pologne 2 ans auparavant. La liberté de la presse, la liberté de réunion, la franc-maçonnerie sont désormais interdites en Pologne. Tout cela suscite chez Lafayette un élan de solidarité. Il fonde à Paris un comité de soutien au peuple polonais. On l'appelle le comité Lafayette, auquel participent entre autres Victor Hugo, Balzac, George Sand, Chopin et Eugène Delacroix. Mais Louis-Philippe va donner au marquis une occasion supplémentaire d'être déçu, car le monarque français ne souhaite pas compromettre ses relations avec l'Empire russe. De plus, il craint l'arrivée à Paris d'anciens soldats polonais ou d'aristocrates en exil. Louis-Philippe, qui sait son pouvoir fragile, a peur, par-dessus tout, des complots. Nous sommes maintenant en juillet 1832. Lafayette est réélu député de Seine-et-Marne. Pourtant, depuis des années, il s'accommode mal du mode de scrutin, car pour se présenter à ces élections, il faut justifier de ressources financières très importantes. En fait, seul 1% de la population française remplit ces conditions. Dans l'ensemble du royaume, 200 000 personnes seulement peuvent voter. Lafayette fustige ce déni de démocratie. Cependant, le marquis va obtenir satisfaction en ce qui concerne la chambre haute, c'est-à-dire la chambre des pairs. En effet, Louis-Philippe, qui appuie maintenant son pouvoir sur la bourgeoisie,
plutôt que sur la vieille aristocratie, décide la suppression de l'hérédité à la Chambre des pairs. En clair, le titre de pair, P-A-I-R, ne se transmettra plus automatiquement au mâle aîné de chaque famille noble. Ce faisant, le roi ne mesure pas exactement la signification de la question héréditaire, car abolir l'hérédité, c'est supprimer l'un des privilèges ancestraux de la noblesse. Comment, dans ces conditions, justifier la transmission du trône de père en fils pour sa propre descendance si la succession héréditaire est abolie chez les pères? En abrogeant l'automaticité de la succession à la Chambre des pairs, Louis-Philippe fragilise paradoxalement sa propre position, sans compter qu'il se fait de nombreux ennemis parmi les aristocrates. Lafayette, bien sûr, s'en réjouit, car il pense que c'est la République qui se profile enfin à l'horizon. En juin 1832, le marquis rejoint secrètement un groupe de républicains et de royalistes libéraux qui souhaitent en finir avec Louis-Philippe. Il s'agit du groupe dit groupe des 39. Leur objectif, renverser la monarchie. Prenant prétexte des funérailles d'un jeune républicain, une manifestation soutenue par le groupe dégénère et tourne à l'émeute. Les troupes royales interviennent. Les combats se déroulent jusque dans la nuit. Ils font environ 800 morts et de nombreux blessés. Les républicains demandent alors à Lafayette de faire partie d'une délégation afin de négocier la fin des combats de rue avec le roi. Mais le marquis se désolidarise du groupe. Il prend la fuite de manière peu glorieuse, comme s'il n'allait jamais jusqu'au bout de ses convictions. On compte alors 1500 arrestations parmi les insurgés. Lafayette fait profil bas, loin de Paris, en attendant que les choses se calment. L'échec de la contre-révolution est donc patent. La situation politique n'en est pas moins grave pour Louis-Philippe. Le 19 novembre 1832, on attente à la vie du roi. Alors qu'il se rend au Palais Bourbon pour l'ouverture de la session parlementaire, un individu exalté tire un coup de feu dans la direction de son carrosse qui traverse le pont royal. Le tireur n'atteint pas le roi, mais il parvient tout de même à s'enfuir. Alors qu'une grande partie du Parlement se presse afin d'apporter son soutien au souverain, Lafayette, lui, choisit de ne pas être présent. Le marquis a désormais 76 ans. En février 1834, il assiste aux obsèques d'un opposant à Louis-Philippe, tué lors d'un duel. Mais l'hiver est rigoureux. Victime du vent glacial, Lafayette contracte une pneumonie. Son médecin, Jules Cloquet, s'alarme, à juste raison. Et en effet, le 20 mai 1834, le marquis décède au 8 rue d'Anjou, à Paris. 2 jours plus tard, c'est à l'église Notre-Dame de l'Assomption que se déroulent ses funérailles. Un long cortège s'étire jusqu'au cimetière Picpus.
On l'inhume alors aux côtés de son épouse, Adrienne de Noailles. Et selon les dernières volontés du marquis, on recouvre son cercueil de la terre qu'il avait ramenée d'Amérique lors de son grand tour de 1824. En fait, le choc du décès de Lafayette est ressenti bien plus largement aux États-Unis qu'en France. Le président Andrew Jackson proclame un deuil national. Son prédécesseur, John Quincy Adams, fait un long éloge devant le Congrès américain, 3 heures d'allocution. On va imprimer ce discours d'ailleurs à plus de 600 000 exemplaires aux États-Unis. Et tous les parlementaires portent un signe extérieur de deuil pendant 30 jours. Alors si aujourd'hui encore l'Amérique voit en Lafayette un héros incontestable et incontesté, il reste en France un personnage controversé. Car à partir de 1789, le marquis contribue indirectement à la chute des Bourbons, qui débouche sur les horreurs de la Révolution. Puis, critique acerbe de l'Empire, il se fait également beaucoup d'ennemis parmi les bonapartistes. Royaliste de nouveau en 1814, il se félicite du retour des Bourbons sur le trône avant de s'opposer à Louis XVIII puis à Charles X. Républicain en 1830, il contribue paradoxalement à l'avènement de Louis-Philippe qui appuie son pouvoir sur la bourgeoisie affairiste. Tout cela avant de conspirer et de vouloir la chute de ce même roi. Chateaubriand résume un sentiment bien français en écrivant ces lignes sévères que je vais citer maintenant. Si le marquis a contribué à l'avènement d'une nouvelle société en Amérique, il n'a participé qu'à la destruction de l'ancienne société en France. Bref, pour certains, le marquis aurait seulement cassé, mais rien construit de neuf dans son propre pays. Et surtout, il ne serait jamais allé jusqu'au bout de ses convictions. Alors son ami, l'homme politique Odilon Barrot, dira avec plus de mansuétude, je cite, soupçonnant difficilement le mal dans autrui, mal qui n'était pas en lui, le général de Lafayette accordait trop facilement sa confiance et on a souvent abusé de lui. Alors, on peut se poser la question, qui est vraiment Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette? Un jeune aristocrate richissime, un aventurier idéaliste, un justicier, un héros américain, un révolutionnaire français, un prisonnier, un résistant, un royaliste libéral, un conspirateur, un républicain, un amoureux fou de la liberté. Sans doute un peu de tout cela. De sa naissance à Chavagnac et jusqu'au cimetière de Picpus, Lafayette a vécu intensément. Au moment où je vous parle, il ne cesse pas de soulever les passions. Et je prédis que dans l'avenir, il fera encore couler beaucoup d'encre. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention